Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la stabilisation du nombre d'infections et d'hospitalisations dont on vous parle depuis quelques jours se poursuit actuellement. Tant les infections que les hospitalisations sont actuellement bloquées à un niveau qui est 2 à 3 fois plus élevé que les seuils de 800 infections et 75 hospitalisations par jour que nous voudrions atteindre. Ce n'est pas un cas purement belge, on constate ceci actuellement dans différents pays européens où les courbes aussi s'aplatissent ou éventuellement augmentent légèrement. En moyenne, la semaine dernière, comme vous le voyez sur la diapositive, il y a eu 2154 nouveaux cas par jour. Ceci reste une tendance à la diminution. Cette diminution est modeste et de l'ordre de 7%. Au niveau des tranches d'âge, on constate que les enfants de 0 à 9 ans et les adolescents de 10 à 19 ans ont une augmentation du nombre de cas positifs de 33% pour les premiers et de 11% pour les seconds. Ils constituent ainsi ensemble actuellement 14% du total des contaminations, ce qui est du même ordre de grandeur que les tranches d'âge plus élevées de vingtaine, trentaine, quarantaine. Chez les personnes plus âgées, chez les plus de 80 ans en l'occurrence, ça représente toujours à peu près 15% du total des contaminations. Et dans un groupe qui a été particulièrement atteint, les plus de 90 ans, la diminution des contaminations est pratiquement devenue négligeable. Au niveau national, on va voir la carte, au niveau national, on a encore une baisse légère donc, du nombre de contaminations. Cependant, dans certaines provinces, on a une augmentation, comme vous le voyez, avec 10% en Flandre occidentale, 3% en Brabant flamand et dans la province d'Anvers, 3% également dans le Luxembourg. On n'a pas d'explication extrêmement claire à ce niveau-là, en tout cas pas d'explication unique qui pourrait convenir. Cette augmentation se passe dans différentes provinces, on le voit, à différentes parties du pays. Elle se passe dans toutes les tranches d'âge, aussi bien chez les enfants, les adolescents que chez les adultes en âge de travailler. D'autres provinces, par contre, et on le voit ici, ont encore une nette diminution, comme le Namurois ou la province de Liège avec moins 25%, moins 15% en Hainaut et moins 11% au Limbourg. Quant au nombre de cas absolus, ce sont actuellement 3 provinces flamandes qui sont en tête, avec pour Anvers 335 cas par jour, la Flandre orientale 327 cas et la Flandre occidentale 288 cas. Si on s'intéresse aux hospitalisations, elles semblent aussi, on l'a dit, stagner. Elles ne diminuent plus que de 6% sur une base hebdomadaire. Si on s'intéresse à la moyenne sur les 7 derniers jours, on a par jour en moyenne 193 nouvelles hospitalisations. Il est vrai que sur les derniers jours, les 4 ou 5 derniers jours, ceci semble se stabiliser sans diminuer de manière plus importante, essentiellement en Wallonie et en Flandre, alors qu'à Bruxelles, on a toujours une diminution du nombre des hospitalisations. Ceci nous amène à avoir actuellement en Belgique 3143 patients hospitalisés pour Covid, dont 676 en soins intensifs. Si on s'intéresse aux décès, ceux-ci poursuivent heureusement leur tendance à la baisse de l'ordre de 19% par rapport à la semaine qui a précédé. Nous déplorons toujours en moyenne 102 décès par jour, ce qui est moins que les 127 décès que l'on avait à déplorer en moyenne par rapport à la semaine qui a précédé. Sur la diapositive que vous allez voir dans quelques instants, on vous représente la mobilité des Belges. La mobilité des Belges telle qu'elle est évaluée par les abonnés GSM qui bougent en dehors de leur commune. On se rend compte très clairement dans la dernière partie de la courbe qu'après la réouverture des écoles, d'une part, la mobilité a augmenté bien sûr, mais qu'il y a eu une augmentation, une deuxième augmentation qui a eu lieu à l'ouverture des commerces dits non essentiels. On a toujours pu corréler, à peu près partout dans le monde, la mobilité avec le risque de transmission.
Et donc, on voudrait à nouveau insister sur l'importance de faire du shopping dans sa région, pas trop loin, de faire du télétravail, si possible, au maximum, et d'éviter ainsi au maximum les contacts qui sont à la base des transmissions. Merci beaucoup. Une étude récente montre que le télétravail est moins répandu que lors de la première vague, et c'est évidemment regrettable. En effet, plus nous limitons nos contacts physiques, plus nous retirons des opportunités au virus de se propager davantage. Ces limitations doivent s'appliquer à la fois à notre vie privée et à notre vie professionnelle. Le télétravail est dans cet objectif une mesure très efficace. Une mesure qui, dans de nombreux secteurs, a également un impact limité sur la continuité des activités. Donc n'hésitons pas à appliquer ce télétravail. On rappelle d'ailleurs que le télétravail est obligatoire. Il reste obligatoire dans tous les secteurs où cela est possible. Les services d'inspection du travail mènent d'ailleurs des contrôles à ce sujet, tout comme ils vérifient, pour ceux qui doivent malgré tout se rendre au travail, si les mesures d'hygiène sont respectées sur le lieu de travail. Nous comprenons qu'il n'est pas toujours agréable ou pratique de travailler seul à la maison, enfin seul parfois justement malheureusement pas seul. Et les interactions ou les conversations informelles manquent également, celles qu'on a habituellement avec ses collègues. Beaucoup commencent à se lasser également des parfois trop nombreuses réunions par vidéo et les travers liés à cette nouvelle pratique que l'on découvre tous. Mais à ce stade, le télétravail est une mesure très efficace pour ralentir la propagation du virus. Il joue vraiment un rôle important dans l'arsenal des mesures à notre disposition pour lutter contre le Covid-19. Le télétravail n'a bien sûr pas que du positif, c'est certain. On sait par exemple que cela peut peser sur le bien-être mental des employés. Restons attentifs, et ici on s'adresse particulièrement aux employeurs, aux responsables de services, aux services internes de bien-être au travail. Restons attentifs au bien-être des employés, des collègues, même à distance. Faites preuve de créativité pour maintenir l'esprit de votre organisation, le sentiment de cohésion, les valeurs que vous partagez, comme sans doute l'esprit d'équipe. Mais faites-le bien sûr en respectant les mesures d'application. Nous sommes en fin d'année, s'enchaîne le début d'une nouvelle année. Ce sont des périodes au cours desquelles sont organisées habituellement des activités informelles dans les entreprises et organisations, des repas, des drinks, des speeches. Vu la situation épidémiologique actuelle, ce type d'activité reste trop risqué. Voilà pourquoi elles ne sont permises actuellement. Il faudra cette année faire l'impasse ou innover à distance, en ligne, en enregistrant et partageant des vidéos, des cartes. Comme dans notre sphère privée, limitons les risques également dans notre vie professionnelle. Limiter les risques, limiter les contacts ne veut pas dire ne pas garder le lien, ne pas garder un contact, mais faisons-le à distance. C'est cela aussi un travail d'équipe. Merci. On va passer aux différentes questions reçues par la presse. Comment expliquer la nouvelle hausse des hospitalisations ? Alors, un premier point, c'est surtout pour dire qu'actuellement, nous sommes devant une stabilisation essentiellement des hospitalisations plus qu'une hausse des hospitalisations. Stabilisation pour laquelle nous n'avons pas de réponse unique qui pourrait satisfaire rapidement le raisonnement de chacun. On sait que l'hospitalisation, par définition, suit l'infection de quelques jours. Or, on a vu que les infections ne diminuent plus que peu ou pas du tout et que dans certaines provinces, entre autres, elles tendent à augmenter depuis un certain nombre de jours. On a vu aussi, on l'a encore rappelé aujourd'hui, que la mobilité s'est accentuée avec la réouverture des écoles, avec la réouverture des commerces non essentiels et que partout il y a un lien entre mobilité, nombre de contacts, nombre d'infections et par la suite potentiellement nombre d'hospitalisations. Donc cette augmentation des contacts, cette augmentation de la mobilité est sans doute à la base de cette stagnation actuelle des hospitalisations. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que diminuer cette mobilité spontanément, volontairement, est un point important pour que cette stagnation ne devienne pas une réelle augmentation. Alors, on a toujours dit, depuis le départ, que les enfants, bien sûr, peuvent être contaminés et qu'ils peuvent également transmettre la pathologie. On sait que, par contre, ils sont rarement sévèrement malades et c'est un point extrêmement
favorable par rapport à cette pandémie destructrice. On sait que les enfants, par définition, ont un certain nombre de contacts et que ceci peut jouer un rôle dans la transmission. On sait aussi que les enfants sont moins contaminateurs que les adultes. Différentes études internationales l'ont montré, comme d'ailleurs des résultats lors de la première vague de la pandémie dans notre pays. Encore aujourd'hui, la publication anglaise bien connue, Lancet, publie une étude faite en Angleterre durant la fin de la première vague, montrant que les transmissions se passaient essentiellement entre adultes dans l'école ou des adultes vers les enfants, beaucoup plus que des enfants vers les adultes. Et ça conforte donc cette notion que s'ils peuvent être transmetteurs, ils sont moins transmetteurs que les adultes. Ceci étant, lorsque les écoles ont été réouvertes, une partie très significative de la population qui était à domicile s'est retrouvée sur le chemin de l'école et à l'école. On sait que les enfants, c'est à peu près 2 millions de personnes dont une partie n'est pas rentrée tous les jours, dans le secondaire entre autres, mais ça fait quand même quelque part entre 10 et 15% au moins de la population qui se retrouve à l'école avec des contacts significatifs entre eux. Cela peut donc avoir un impact sur les chiffres, il ne faut pas le nier, mais on pense très clairement que ce n'est pas eux qui sont le driver de l'actuelle augmentation, comme à nouveau plusieurs études internationales l'ont montré. Ceci doit nous pousser malgré tout à deux choses. Un, redire que le contact entre les générations, et tout spécialement entre les deux extrêmes, les petits-enfants et les personnes âgées comme les grands-parents, doivent être évités au maximum, du moins dans la proximité, bien sûr pas à distance, bien sûr pas par Skype, mais en étant proches, sans masque entre autres, et en s'embrassant. C'est tout particulièrement important pour les fêtes qui approchent. Et deuxièmement, qu'au niveau des écoles elles-mêmes, il faut s'assurer que toutes les mesures pour diminuer les risques de transmission, et entre autres des enfants vers les adultes, sont bien prises de manière à ce que cet impact soit réduit au maximum. Alors pour donner une réponse sur base des données dont nous disposons clairement actuellement et pas sur des suspicions ou des potentielles raisons d'infection, on peut réaffirmer que c'est bien au sein des familles, et c'est à peu près au niveau international ce qui se passe partout, c'est au sein des familles que le maximum de transmission se passe. Qui a amené l'infection dans la famille, comment y est-elle arrivée, est une donnée dont nous ne disposons pas clairement actuellement. En dehors des familles, les visites chez les amis ou les amis qui viennent chez vous peuvent jouer un rôle. Des études hollandaises, entre autres, le montrent encore actuellement. En Belgique, un certain nombre de clusters significatifs sont présents dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins. Et puis, il ne faut pas négliger le fait qu'à peu près partout dans le monde, on a montré que le travail peut jouer effectivement un rôle, plus fréquemment dans certains métiers, mais certains d'entre eux sont fermés actuellement, comme l'ORECA par exemple, mais le travail est un des points de départ potentiels lui aussi.